Bonsoir, bienvenue sur la Voix de Morgane, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais reprendre la lecture de Martin Eden de Jack London. Alors, à la vérité, j'ai fait une lecture hier avec un joli coucher de soleil, mais je n'avais plus de mémoire, ça a coupé en plein chapitre, donc je ne vous la poste pas. Et aujourd'hui, le temps a viré au gris. Donc il n'y a pas de coucher de soleil, enfin il y en a bien un, mais c'est moins probant sur une vidéo. Voilà, peu importe. Je continue donc, j'en étais au chapitre 39. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Et à tout à l'heure, après la lecture. Chapitre 39. Trop tard, gisait toujours oublié sur la table. Dessous, les manuscrits, dont pas un n'avait été accepté, avaient réintégré leur place, à l'exception cependant de celui de Brissenden, éphémère, qui, seul, continuait sa tournée d'éditeur en éditeur. Bicyclette et Complet Noir étaient de nouveau engagés et le marchand de machines à écrire réclamait une fois de plus le prix de sa location. Mais ce genre de souci ne l'atteignait plus. Il cherchait une orientation nouvelle et son existence en subissait forcément un temps d'arrêt. Au bout de plusieurs semaines, il se produisit ce qu'il n'avait jamais cessé d'espérer, la rencontre de Ruth dans la rue. Son frère Norman l'accompagnait. Tous deux firent semblant de ne pas le voir et Norman essaya même de lui barrer le passage en lui disant d'un ton menaçant « Si vous ennuyez ma sœur, j'appelle un agent. Elle ne désire pas vous parler et votre insistance est insultante. Si vous insistez, vous serez forcé en effet d'appeler un agent et votre nom traînera dans les journaux, répondit Martin sur le même ton. Et maintenant, laissez-moi passer et faites venir l'agent si vous y tenez. Je veux parler à Ruth. Je veux avoir la réponse de votre propre bouche, demanda Martin à Ruth. Elle était pâle et tremblante, mais elle se contint et le regarda d'un air interrogateur. La réponse à la question que j'ai posée dans ma lettre. Elle secoua la tête. Vous agissez entièrement de votre propre volonté, insista Martin. De ma propre volonté, dit-elle d'une voix basse et ferme, sans une hésitation. Vous m'avez humiliée. Je n'ose même plus revoir mes amis. Tout le monde parle de moi, je le sais. C'est tout ce que je peux vous dire. Vous m'avez rendue très malheureuse et j'espère ne jamais vous revoir. Vos amis, des potins, des bobards de journaux, mais l'amour est plus fort que toutes ces futilités, ou alors vous ne m'avez jamais aimé. Une vive rougeur envahit son visage pâle. Après ce qui s'est passé, dit-elle faiblement. Martin, vous ne savez pas ce que vous dites. Je n'ai pas l'âme vulgaire. Vous voyez bien qu'elle ne veut plus avoir affaire à vous, jeta Norman en entraînant sa sœur. Martin se rangea pour les laisser passer et d'un geste machinal, il fouillait sa poche pour y chercher un tabac et un papier à cigarette absent. Il rentra comme un somnambule, s'assit au bord du lit et son regard vague erra autour de lui. Puis, ayant aperçu trop tard, traînant sur la table, il s'assit et prit sa plume. D'instinct, il ne pouvait supporter une chose incomplète. Et cet ouvrage était inachevé. À présent que la chose capitale de sa vie était finie, il allait s'atteler à sa tâche et la terminer. Après, on verrait. Il ne savait pas. Ce qu'il savait, c'est qu'il avait atteint un tournant critique de sa vie et qu'il allait le prendre à la corde, crispé sur la direction. L'avenir ne l'intéressait plus. Il verrait bien assez tôt ce qui lui était réservé. Cela n'avait aucune importance. Rien n'avait plus aucune importance. Pendant 5 jours, il peina sur trop tard. Il n'allait nulle part, ne voyait personne, mangeait à peine. Le 6e jour, dans la matinée, le facteur lui remit une lettre de l'éditeur du Parthénon, éphémère, était acceptée. Nous avons soumis le poème à M. Cartwright Bruce, disait l'éditeur, et il l'a jugé si favorablement que nous ne pouvons faire autrement que de le prendre. Nous le publierons donc dans notre numéro d'août, celui de juillet étant déjà composé. Transmettez nos remerciements et l'expression de notre gratitude à M. Brissenden et envoyez-nous par retour sa photographie et sa biographie. Si nos honoraires ne lui semblent pas suffisants, télégraphiez-nous immédiatement le prix qui vous paraîtra acceptable.
Les honoraires offerts étaient de 350 $. Martin jugea donc inutile de télégraphier. Il fallait d'ailleurs obtenir le consentement de Brissenden. Eh bien, il avait eu raison après tout. Il existait quand même un éditeur de magazine qui savait apprécier la vraie poésie. Et, bien qu'éphémère fût le poème du siècle, le prix offert était magnifique. Quant à Cartwright Bruce, Martin se rappela qu'il était le seul critique pour lequel Brissenden eut quelque respect. Martin descendit en ville en tram et, tout en regardant distraitement les maisons et les rues filées derrière les vitres, il regrettait de n'être pas plus joyeux du triomphe de son ami et du succès de ses prévisions personnelles. Mais la source de ses enthousiasmes semblait tarie et son impatience de voir Brissenden était plus forte que le plaisir d'apporter de bonnes nouvelles. Pendant ces 5 jours entièrement consacrés à Trottard, il n'avait pas entendu parler de Brissenden et n'avait même pas pensé à lui. Pour la première fois, Martin se rendit compte à quel point il avait été absorbé et il eut honte d'avoir oublié son ami. Mais sa honte elle-même manquait de ferveur. Il vivait dans une sorte de transe hypnotique, insensible à tout ce qui n'était pas trop tard. Dans le tram même, tout ce qui l'entourait semblait irréel, lointain, et la grande coupole de l'église qu'on venait de dépasser se serait effondrée en miettes sur sa tête, qu'il n'en aurait éprouvé qu'une très légère émotion. À l'hôtel, il courut à la chambre de Brissenden, puis redescendit en courant. La chambre était vide. Les malles elles-mêmes avaient disparu. « Monsieur Brissenden a-t-il laissé son adresse ?» demanda-t-il à l'employé qui le regardait avec curiosité. « Comment? Vous ne savez pas ?» Martin fit un signe négatif. « Mais les journaux n'ont parlé que de ça. On l'a trouvé mort dans son lit, il s'est tué d'une balle dans la tête. »« On l'a déjà enterré ?» dit Martin d'une voix bizarre qu'il ne reconnut pas. « Non. Après l'enquête, le corps a été envoyé dans l'Est. Les hommes d'affaires de la famille s'en sont occupés. Ils ont fait vite, il me semble. »« Vous trouvez? C'est arrivé il y a 5 jours. »« Il y a 5 jours? »« Oui, 5 jours. »« Ah, dit Martin. » Il fit demi-tour et sortit. Il s'arrêta à la poste du coin pour envoyer une dépêche au Parthénon, en le priant de publier le poème. Comme il n'avait dans sa poche que 5 cents, il envoya le télégramme payable par le destinataire. Rentré chez lui, il se remit à l'ouvrage. Les jours, les nuits passaient sans qu'il quitte sa table. Il ne sortait que pour aller au mont-de-piété, mangeait quand il avait faim et qu'il avait de quoi manger, et quand il n'avait rien, il s'en passait. Bien que son œuvre soit déjà composée, chapitre par chapitre, il y ajouta une préface de 2000 mots qui la renforça puissamment. Il n'avait pas envie de réussir une chose parfaite, mais il y était forcé, en quelque sorte, par son sens artistique. Il travaillait comme en rêve, étrangement détaché de tout ce qui l'entourait, pareil à un fantôme qu'un enchantement retient sur les lieux de son existence antérieure. Un fantôme n'est que l'âme d'un mort qui ne sait pas encore qu'il est mort, lui avait-on dit un jour, et il se demandait s'il n'était pas mort, par hasard, sans s'en douter. Vint le jour où Trottard fut achevé. Le marchand de machines à écrire était venu chercher la machine et il s'assit sur le lit pendant que Martin, sur son unique chaise, copiait les dernières pages du manuscrit. « Fin » écrivit-il en lettres majuscules, et vraiment pour lui, ce mot avait une signification profonde. Il vit disparaître l'employé emportant la machine avec un sentiment de soulagement, puis s'étendit sur son lit. La tête lui tournait de faim. Depuis 36 heures, il n'avait rien mangé, mais il n'y pensait même pas. Étendu sur le dos, les yeux fermés, il ne pensait à rien, envahi par une torpeur grandissante, moitié cauchemar, moitié délire. Il se mit à murmurer tout haut les vers d'un poète anonyme que Brissenden aimait à réciter. Maria, qui l'écoutait anxieusement derrière la porte, fut frappée du ton monotone dont il psalmodiait une sorte de litanie dont elle ne comprit pas le sens. Son effet s'intitulait le poème. I have done, put by the lute. Song and singing soon are over, as the airy shade that
that hover in among the purple clover I have done, put by the lute. Once I sang like early thrushes sing among the dewy bushes. Now I'm mute. I am like a weary linnet, for my throat has no song in it. I have given my singing minute. I have done, put by the lute. C'en est fait, assez mon luth. Chansons et chants sont passés, comme les ombres légères qui flottent parmi les trèfles incarnats. C'en est fait, assez mon luth. Jadis, je chantais comme la printanière alouette chante parmi les buissons pleins de rosée. Aujourd'hui, je suis muet. Je suis pareil au pinson fatigué, car ma gorge n'a plus de chansons. C'en est fait, assez mon luth. Maria n'y tint plus et, courant à la cuisine, elle remplit un bol de soupe de tout ce que la cuillère à peau put racler de viande et de légumes dans le fond de la marmite. Martin se redressa et se mit à manger, assurant à Maria, entre chaque bouchée, qu'il n'avait pas déliré et n'avait pas de fièvre. Lorsqu'elle l'eut quitté, il resta assis sur le bord du lit, accablé, la tête basse, les yeux tristes et vagues, jusqu'au moment où, son regard s'étant posé sur l'enveloppe déchirée d'un magazine arrivé le matin et qu'il n'avait pas ouvert, une lueur traversa son cerveau engourdi. « C'est le Parthénon, se dit-il, le Parthénon du mois d'août, qui contient sûrement éphémère. Si Brissenden pouvait voir ça. À peine eut-il feuilleté le magazine qu'il tomba sur éphémère, orné d'un magnifique en-tête et d'illustrations genre Bradley en marge. D'un côté de l'en-tête était la photographie de Brissenden, de l'autre, celle de Sir John Value, ambassadeur de Grande-Bretagne. Une note préliminaire de la rédaction citait une phrase de Sir John Value déclarant qu'il n'y avait pas de poète en Amérique. La publication d'éphémère était par conséquent la réponse du tac au tac à Sir John Value. On y représentait également Cartwright Bruce comme le plus grand critique d'Amérique et on citait le passage où il avait déclaré qu'éphémère était le plus grand poème qui ait jamais été écrit en Amérique. La préface de la rédaction finissait ainsi. Nous n'avons pas encore pu apprécier la valeur d'éphémère comme elle le mérite. Peut-être ne le pourrons-nous jamais. Mais nous l'avons lu souvent en nous émerveillant de ses idées et de sa forme admirable. Suivait le poème. « Brice, mon vieux, vous avez bien fait de mourir, murmura Martin en laissant glisser le magazine. La vulgarité, la banalité qui s'en dégageait l'écœura, mais apathique, il remarqua que son dégoût était superficiel. Il aurait bien voulu pouvoir se mettre en colère, mais l'énergie lui faisait totalement défaut. Son sang congelé ne parvenait pas à briser la glace qui pesait sur son indignation intérieure. Après tout, quelle importance tout ça avait-il? Ça cadrait bien avec la société bourgeoise que Brissenden haïssait tant. Pauvre Brice, poursuivit Martin, il ne m'aurait jamais pardonné. Il se leva par un effort de volonté et ouvrit une boîte qui avait autrefois contenu du papier pour machine à écrire. Il en sortit 11 poèmes que son ami avait écrits, les déchira en plusieurs morceaux, qu'il jeta au panier. Il accomplit ses gestes nonchalamment, puis, quand il eut fini, il s'assit sur le bord du lit et ses yeux regardèrent fixement le vin. Il ne sut pas combien de temps il resta ainsi. Tout à coup, sur l'écran vague de son esprit, il vit se former une longue ligne blanche, horizontale, bizarre. Elle se précisa et devint une chaîne de récifs de corail, fouettée par la houle écumeuse du Pacifique. Puis, dans la ligne des brisants, il distingua une mince pirogue. À l'arrière, un jeune dieu de bronze au pagne écarlate pagayait, et sa pagaie ruisselante brillait au soleil. Il le reconnut. C'était Moti, le plus jeune fils de Toti, le grand chef. C'était Tahiti, et au-delà de cette blanche ligne de récif, fleurissait la douce papara. À l'embouchure du fleuve se cachait la hutte de feuillage du chêne. Le crépuscule tombait, Moti rentrait de la pêche.
Il attendait le bondissement de la lame qui l'emporterait au-dessus des récifs. Puis il se vit lui-même, assis à l'avant de la pirogue, comme il l'avait fait tant de fois jadis, la pagaie à la main, guettant le cri bref de Moti pour la plonger violemment dans le grand mur d'eau turquoise, au moment où il s'élevait derrière eux. L'eau sifflait sous l'étrave comme un jet de vapeur et retombait en pluie autour d'eux. Un choc, un grondement, un sourd rugissement pareil à un coup de tonnerre, et la pirogue flottait sur la calme lagune bleue. Moti riait, secouait les gouttelettes salées de ses yeux, et ils pagayaient ensemble vers la plage de sable poudré de corail. À travers les palmes des cocotiers, les murs de verdure de Toti se doraient au soleil couchant. La vision s'éteignit, et devant ses yeux redevenus lucides, s'étala le désordre de sa chambre misérable. En vain, il essaya d'évoquer Tahiti. Il savait qu'il y avait des chansons parmi les cocotiers et que les filles dansaient au clair de lune, mais ne put arriver à les voir. Il ne vit que sa table encombrée, la place vide de sa machine à écrire et la vitre crasseuse. Avec un gémissement, il ferma les yeux et s'endormit. Chapitre 40. Il dormit profondément toute la nuit et ce fut le facteur qui le réveilla dans la matinée. Martin, fatigué et sans entrain, parcourut ses lettres sans y prêter attention. Un magazine, auquel il réclamait son dû depuis 1 an, lui envoyait un chèque de 22 $. Il l'inscrivit sur son livre de compte sans la moindre joie. La fièvre ravie des premiers chèques reçus était passée. Le temps était fini des grands espoirs. Ce n'était à présent qu'un chèque de 22 $, de quoi manger, voilà tout. Par le même courrier, un hebdomadaire de New York lui envoyait également un chèque de 10 $ en paiement de quelques vers humoristiques publiés plusieurs mois auparavant. Une idée lui vint, qu'il considéra avec attention. Comme il ne savait pas ce qu'il allait faire, qu'il n'avait rien envie de faire, que d'autre part il fallait vivre et qu'il avait de nombreuses dettes, ne serait-ce pas d'un bon placement que d'affranchir le volumineux tas de manuscrits empilés sous la table et de les expédier de nouveau à travers le monde? On en accepterait peut-être 1 ou 2. Cela le ferait vivre. Après avoir touché ses chèques à la banque d'Auckland, il acheta donc pour 10 $ de timbre, puis songea à déjeuner. Mais l'idée de rentrer faire la cuisine dans sa petite chambre encombrée ne l'enthousiasmait guère, bien qu'il réalisât ainsi une sérieuse économie. Il alla donc au café du Forum, commanda un déjeuner de 2 $, donna 25 cents de pourboire au garçon et s'acheta un paquet de cigarettes égyptiennes de 50 cents. C'était la première fois qu'il fumait depuis que Ruth l'avait prié de ne plus le faire. Mais à quoi bon, maintenant, se refuser ce plaisir? Pour 5 cents, évidemment, il aurait pu s'acheter un paquet de dirhams et du papier brun, de quoi rouler 40 cigarettes, mais pourquoi faire? L'argent, pour lui, n'était plus que le moyen de satisfaire un désir momentané. Sans boussole, sans rame, sans port à l'horizon, il se laissait aller à la dérive, sans lutter davantage, puisque lutter, c'est vivre, et que vivre, c'est souffrir. Les jours s'écoulaient. Il dormait régulièrement 8 heures par nuit, bien qu'il prît ce repas en attendant de nouveaux chèques dans des restaurants japonais à 10 cents. Il se remplumait, ses joues creuses se remplissaient, il ne s'exténuait plus à se priver de sommeil, à trop travailler. Il n'écrivait plus, n'ouvrait plus un livre, marchait beaucoup dans la campagne et vagabondait de longues heures dans les parcs tranquilles. Il n'avait ni amis, ni connaissances, ne cherchait pas à en faire, n'avait de goût à rien. Il attendait qu'une impulsion nouvelle, venue d'où? Il n'en savait rien, réorganise sa vie. Et les jours passaient, vides, plats, sans intérêt. Parfois, il feuilletait les journaux et les revues, afin de voir à quel point éphémère était maltraité. C'était un succès, certainement. Mais quel succès! Tout le monde lisait le poème et tout le monde discutait pour savoir si, oui ou non, c'était vraiment de la poésie. Les feuilles locales s'en étaient emparées et publiaient tous les jours des colonnes entières de doctes critiques et des lettres de lecteurs très convaincus. Hélène Della Delmar, que l'on avait proclamée à grand renfort de réclames et de battages la plus remarquable poétesse des États-Unis,
refusait absolument à Brissenden un siège au Parnasse à ses côtés et s'évertuait à prouver dans tous les journaux qu'il n'avait rien d'un poète. Le numéro suivant du Parthénon parut. Il se félicitait copieusement du mouvement qu'il avait provoqué, ironisait sur Sir John Value, exploitait la mort de Brissenden de la façon la plus odieuse. Un journal qui tirait à 500 000 exemplaires publia un poème inédit d'Hélène Della Delmar, où elle se moquait de Brissenden. Dans un autre, elle le parodiait. Bien des fois, Martin se dit que son ami avait bien fait de mourir. Il haïssait tellement la foule, et voilà que tout ce qu'il avait eu de plus sacré et de plus haut en lui était jeté en pâture à la foule. Tous les jours, la vivisection de la beauté continuait. Les moindres petits scribouillards s'agrippèrent à la queue du Pégase qui portait Brissenden pour, de cette manière, se faire porter devant le public. Un journal écrivait « Nous recevons à l'instant une lettre d'une personne qui écrivit un poème presque semblable, mais bien supérieur, il y a peu de temps. » Un autre journal, avec un imperturbable sérieux, reprochait sa parodie à Miss Delmar et ajoutait « Évidemment, Miss Delmar l'a écrite en plaisantant, mais en négligeant le respect qu'un grand poète doit éprouver pour un autre, surtout lorsque cet autre est peut-être le plus grand de tous. Cependant, que Miss Delmar soit jalouse ou non de celui qui écrivit Éphémère, il est certain qu'elle ne peut s'empêcher, comme tout le monde, d'être impressionnée par cette œuvre et qu'un jour viendra sans doute où elle s'efforcera de l'égaler. » Des pasteurs tonnèrent en chair contre Éphémère. Le seul qui prit sa défense fut expulsé comme hérétique. Le grand poème fut également une énorme source de gaieté. Les rimailleurs humoristiques, les caricaturistes s'en emparèrent. Ce fut une source inépuisable de plaisanteries de ce genre. Charles Frensham confiait à Archie Jennings, sous le sceau du secret, que 5 lignes d'éphémère donnaient à un homme la danse de Saint-Guy et qu'au bout de 10 lignes, il n'avait plus qu'à se noyer. Martin ne riait pas. Il ne grinçait pas des dents non plus. Tout ça l'attristait profondément. À côté de la faillite de son idéal, dont l'amour avait été le but, le krach de ses illusions sur le monde littéraire et sur le public était bien peu de choses en vérité. Brissenden avait eu raison, 1000 fois raison, et lui, Martin, avait perdu en travail stupide et forcené plusieurs années de sa jeunesse pour découvrir à son tour que les magazines, les revues, les journaux n'étaient que basse réclame, snobisme et vil trafic. Eh bien, c'était fini, se disait-il pour se consoler. Parti à tire d'aile vers une étoile, il avait naufragé dans un marais pestilentiel. Fréquemment, des visions de Tahiti, de la claire et douce Tahiti, lui revenaient, comme aussi de Pomotou et des marquises. Il se voyait souvent à bord d'un schooner de commerce ou d'un frêle petit côtre, glissant à l'aube entre les atolls parsemés d'huîtres perlières jusqu'à Nuka-Hiva et la baie de Taiohae. Là, Tamari, il le savait, tuerait un cochon en son honneur. Ses filles aux cheveux fleuris le prendraient par les mains et, parmi les chansons et les rires, le couronneraient de fleurs. Les mers du Sud l'appelaient. Il savait qu'un jour ou l'autre, il répondrait à leur appel. En attendant, il errait à l'aventure. Il se reposait, se détendait, après son long voyage au pays de la science. Quand le Parthénon lui adressa le chèque de 350 $, il l'envoya au notaire de la famille de Brissenden et s'en fit donner un reçu, puis il signa une reconnaissance des 100 $ que Brissenden lui avait donnés un jour. Bientôt Martin cessa de fréquenter les restaurants japonais. Au moment précis où il abandonnait la lutte, la chance avait tourné. Trop tard. Ce fut sans un frémissement de plaisir qu'il ouvrit une mince enveloppe venant du Millennium, en tira un chèque de 300 $ et vit qu'il s'agissait de l'aventure. Quand il eut payé toutes ses dettes et rendu les 100 $ de Brissenden au notaire, il lui resta plus de 100 $. Il se commanda un complet neuf et prit ses repas dans les meilleurs restaurants. Il couchait toujours dans sa petite chambre chez Maria, mais à la vue de ses vêtements neufs, les enfants du voisinage cessèrent de l'appeler vagabond et clochard, caché derrière les barrières ou perché sur les toits des masures. Le Warren's Monthly lui prit Wiki Wiki, la nouvelle hawaïenne, pour 250 $.
La Northern Review publia son essai Le berceau de la beauté et Mackintosh Magazine sa chiromancienne, le fameux poème écrit pour Marianne. Éditeurs et lecteurs étaient rentrés de vacances et les transactions marchèrent rondement. Mais Martin ne parvenait pas à comprendre par quelle étrange lubie tout ce qui avait été obstinément refusé pendant 2 ans était à présent accepté d'emblée. Rien de lui n'avait été publié. En dehors d'Auckland, personne ne le connaissait et, à Auckland, le peu de gens qui croyaient le connaître le prenaient pour un anarchiste notoire. Rien n'expliquait donc ce revirement soudain. Ce n'était qu'un caprice du destin. La honte du soleil ayant été refusée par bon nombre de revues, il finit par suivre le conseil de Brissenden et se mit en quête d'une maison d'édition. Après avoir essuyé plusieurs refus, Singletree, Danley & Co. l'acceptèrent, en promettant de le publier intégralement. Lorsque Martin leur demanda un acompte, ils répondirent que ce n'était pas leur habitude, que non seulement les livres de ce genre faisaient rarement leurs frais, mais qu'ils doutaient de pouvoir en vendre plus d'1 millier d'exemplaires. Martin calcula que dans ce cas, le livre étant vendu $1 pièce, en touchant 15%, cela lui rapporterait $150 et il regretta de ne pas s'être spécialisé dans le roman, puisque l'aventure, à peine plus longue, lui avait rapporté le double. Après tout, le fameux paragraphe du journal qu'il avait lu autrefois était vrai. Les magazines de premier ordre payaient d'avance et payaient bien, puisque le Millennium lui avait donné non pas 2 cents le mot, mais 4. Et avec ça, il ne prenait que le dessus du panier en littérature. Ne prenait-il pas la sienne? À cette pensée, il eut un ricanement sarcastique. Il écrivit à Singletree, Danley & Co. pour leur offrir de leur céder ses droits d'auteur pour La honte du soleil, moyennant $100, mais ils n'osèrent pas encourir le risque. Ils n'avaient aucun besoin d'argent en ce moment, car plusieurs de ces anciennes histoires avaient été acceptées et réglées aussitôt. Après avoir payé ses dettes, il se fit même ouvrir un compte en banque. Il avait un crédit de plusieurs centaines de dollars. Trop tard, après avoir été refusé plusieurs fois, trouva asile à la compagnie Meredith Lowell. Alors Martin se souvint des $5 que Gertrude lui avait donnés un jour et de sa promesse de les lui rendre au centuple. Il demanda donc une avance de $500. À sa grande surprise, l'éditeur lui envoya le chèque aussitôt avec un contrat par retour du courrier. Il toucha le chèque en pièces d'or et téléphona à Gertrude qu'il avait besoin de la voir. Elle arriva, essoufflée, pantelante de s'être dépêchée. Certaine que Martin avait fait encore des siennes, elle avait fourré dans son sac ses quelques économies. Elle était même si persuadée d'un malheur qu'elle se précipita dans ses bras en sanglotant. En même temps, elle lui tendait le sac. « Je serais bien venu chez toi, dit-il, mais la perspective de l'inévitable scène avec M. Higginbotham m'ennuyait. Il se calmera sûrement un jour, assura-t-elle, tout en se demandant ce qui pouvait bien être arrivé à Martin. Mais tu ferais mieux de trouver une situation d'abord, une situation sérieuse. Bernard apprécie un honnête travailleur. Cette affaire de journaux l'a bouleversé. Jamais je ne l'ai vu si enragé. Je ne chercherai pas de situation, dit Martin avec un sourire. Tu peux le lui dire de ma part. Je n'ai pas besoin de situation, et en voilà la preuve. Et les 100 pièces d'or s'égrenèrent sur les genoux de Gertrude avec un clair tintement. Tu te souviens des $5 que tu m'as donnés un jour où je n'avais pas de quoi me payer le tram? Eh bien, je te les rends, avec 99 petits frères d'âge différents, mais de même grandeur. Si Gertrude avait eu peur en arrivant, elle fut terrifiée à présent. Ses soupçons, justifiés, devenaient des certitudes. Elle regarda Martin avec des yeux pleins d'horreur et tressaillit au contact de l'or comme à celui d'un fer rouge. « C'est à toi, dit-il en riant. Elle éclata en sanglots, gémissant d'une voix entrecoupée. « Mon pauvre petit, mon pauvre petit !» Un instant, Martin fut intrigué. Puis, devinant la cause de son désarroi, il lui tendit la lettre de Meredith Lowell qui accompagnait le chèque. Elle la lut avidement, tout en épongeant ses larmes, et demanda, quand elle eut fini, « Ça veut dire que tu as gagné honnêtement cet argent ?»« Beaucoup plus honnêtement qu'à la loterie. Je l'ai gagné par mon travail. » Elle reprit un peu confiance et relut attentivement la lettre.
Il eut quelque peine à lui expliquer de quelle manière cet argent se trouvait en sa possession, et plus de peine encore à lui faire comprendre qu'il lui en faisait réellement cadeau et n'en avait personnellement aucun besoin. « Je vais te le placer dans une banque, dit-elle finalement. « Pas question, c'est à toi. Fais-en ce qui te plaira. Si tu n'en veux pas, je le donnerai à Maria. Elle saura bien l'employer, je t'assure. Je t'engage pourtant à prendre une bonne et de longues vacances. » « Je vais raconter tout ça à Bernard, déclara-t-elle en s'en allant. Martin fit la grimace, puis ricana. « Fais-le donc, il m'invitera peut-être de nouveau à dîner. »« Bien sûr qu'il t'invitera, j'en suis sûre et certaine, s'écria-t-elle en l'embrassant avec ferveur. Et voilà. Alors, excusez-moi pour mon anglais. Et oui, ça ne coule pas comme l'eau d'une rivière, hein, c'est ce qu'on peut dire. C'est bientôt terminé. J'ai déjà un peu la nostalgie. Bien. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. Prenez soin de vous surtout. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de Martin Eden et d'autres lectures. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt.